Enchanté, nous sommes dans les locaux de la ressourcerie de Clermont et qui, avec Julien et Mia et l'équipe qui travaille ici, est-ce que Julien, vous pourriez nous parler un peu de l'histoire de cette aventure? L'histoire de cette aventure, c'est-à-dire l'histoire de la ressourcerie. Alors la ressourcerie, elle a été fondée il y a 7 ans par deux personnes qui venaient de la ressourcerie de la Petite Roquette à Paris et qui étaient à l'origine de Clermont. Et ils sont venus ici pour monter cette ressourcerie, je recite le parc. Et au bout de quelques années, du coup, ils ont réussi à monter la ressourcerie, les équipes ont grossi petit à petit. Et puis maintenant, ça fait 7 ans que la ressourcerie existe. L'équipe de base n'est plus présente sur la ressourcerie. On a une nouvelle équipe depuis maintenant 4 ans. Et puis voilà, on avance un peu sur la ressourcerie. Et je crois savoir que votre fonctionnement est assez particulier, je veux dire en termes de financement. Alors, nous, on n'a aucun financement extérieur à la ressourcerie, aucune subvention, rien. On fonctionne qu'avec notre vente en magasin et les collectes. Donc, les collectes à domicile. En gros, nous, les objets, les personnes, les citoyens clermontois viennent à notre assaut le lundi et le mardi de 10h à 14h et donc nous donnent les objets. Soit on prend par collecte, donc là c'est sur rendez-vous où on va chez les gens, on récupère ce qu'ils ne veulent plus, tout sauf la literie, et après on le remet en état et on le revend dans notre magasin solidaire qui est ici à Jorisy-le-Parc au 32 avenue d'Or Michelin. Juste à côté de la gare. Exactement. Entre la gare et les Carmes et 1er mai. On fait un triangle, on est à peu près au milieu. Donc c'est un bâtiment qui est entièrement graffé, donc qui est assez visible de la rue. Et donc voilà un peu le fonctionnement de notre association. Et d'ailleurs, pour quelqu'un qui n'est pas de Clermont, ces graphes sont assez militants, non? Alors militants, je sais pas, en tout cas ils sont... il n'y a pas beaucoup de lieux sur Clermont-Ferrand qui nous permettent de pouvoir peindre comme on veut. Donc étant graffeur, on en a profité de ces murs pour pouvoir un peu mettre de la couleur dans ces rues clermontoises. D'accord, donc là il y a Mia qui vient de nous rejoindre. On a parlé de l'historique de l'association et du fait qu'il n'y ait pas de financement externe. Et c'est un choix? Oui, c'est un choix. En 2017, on était jusqu'à 13 ou 14 salariés. Les contrats aidés nous ont beaucoup aidés. Et quand ça s'est arrêté, on s'est retrouvé avec un salarié, Jean-Luc, parce qu'il a de la famille. Moi, je me suis mis au chômage et 2 bénévoles, Julien et Eric. Du coup, c'était une décision qu'on a prise. Non seulement parce qu'on est indépendant, on reste indépendant, mais en plus de ça, on ne peut pas s'amuser à dépendre des bons vouloirs, des subventions, oui, non, non, oui, des lois qui passent et qui se superposent en millefeuilles selon les élections et tout. Du coup, oui, ça a été une décision qui a été prise. On travaille sans filet. Voilà. Donc tout ce qu'on prend, on paye des vraies charges. On est là, on a embauché, on est 8 maintenant, 8 salariés, avec des vrais salaires, les vraies charges, les vrais trucs. Oui, 5, 6, je sais plus. 5. Voilà. Mais je compte mourir aussi. C'est vrai. Ouais. Voilà. Donc en gros, voilà. Du coup, c'est pour ça que nos plages horaires sont assez compliquées parce que on n'a pas encore la possibilité d'être en 35 heures réelles, même si on les fait, c'est pas un problème. On est à 25 heures, voilà. Et on se relaie, on essaye c'est pour ça qu'on peut rouvrir le samedi maintenant, parce qu'on a réussi à trouver un moyen d'étendre nos heures, parce qu'on est plus, on a embauché Anto en électronique, et puis Soline qui est en magasin. Avec moi, donc du coup on change. Et le principe de la ressourcerie, c'est donc d'accepter tout ce qui vous est donné en état de fonctionnement ou non?
Ça, c'est un cahier des charges. C'est même pas un principe ou quoi, c'est le cahier des charges des ressourceries. Nous, on fait partie du réseau national des ressourceries. Dans le cahier des charges, dans une ressourcerie, tu dois tout prendre. Que c'est en bon état ou pas, peu importe. Après, nous, on se débrouille pour séparer en différentes catégories. Mobilier, vaisselle, bibelot, textile. Et là, après, il y a un autre tri qui se fait. Tout ce qui est en bon état, ça part direct à magasin. Ce qui est réparable, c'est réparé. Ce qui ne l'est pas, eh ben, il y a une partie qui part pour pièces et l'autre partie qui part dans différentes filières de recyclage, tout simplement. C'est là qu'on se rend compte, en fait, la quantité de déchets qu'il y a, parce que moi, je le dis toujours et je le répète inlassablement, notre ressourcerie, toutes les ressourceries de France sont des grandes poubelles juste bien nettoyées et rangées par les gens qui y travaillent ou des bénévoles, peu importe. Ça s'arrête là. C'est un truc de folie. Tout ce qu'on achète qui n'est pas déballé et qu'on continue à acheter qui sert à rien. Et voilà. Et tant mieux si les gens prennent conscience de plus en plus. Nous, c'est comme ça qu'est né le projet aussi qu'on a décidé de soutenir Jurassic Plastic. Parce que la quantité de plastique en jeu, en jouets ou en vaisselle, c'est affolant. Alors il y a encore 40 ans de ça, c'était fantastique le plastique, mais en fait ça l'est pas du tout. Ça vieillit mal, ça prend les odeurs, on en entasse et on ne sait pas quoi en faire. Et il y a aussi là-dedans, il y a une volonté politique qui rentre en jeu. C'est-à-dire que c'est pas chacun dans son petit coin qui va réussir à faire un truc du plastique. Il faut vraiment une réelle volonté politique, quelque chose. Nous, c'est grâce au département et au projet solidaire qu'on a, voilà, le budget éco-citoyen, que Jurassic Plastic a été lauréat. Et le département, ils ont acheté les machines et donc ils recyclent le plastique qu'on récupère dans des ressourceries chez nous, la ressourcerie de Billon, il y aura Rion aussi, les Combrailles, Issoire. On commence par là. Et des particuliers par la suite. C'est affolant, hein. C'est affolant, vous vous rendez pas compte la quantité que ça représente en volume. C'est pas le poids spécialement, mais le volume. C'est... Voilà. Du coup, nous, on a trouvé ça comme solution et donc on soutient Jurassic Plastic, qui fait partie de nous. C'est une branche, comme Recyclart à l'époque a été une branche artistique de Je Recycle Parc. Là, c'est Jurassic Plastic qu'on soutient et voilà. On bosse avec eux et on bosse ensemble. Et donc on a les fois où je suis passé vous voir, il y avait une vraie envie de trouver des locaux adaptés, parce que là, vous avez donc en face de là où vous êtes, de la rue, vous avez un stock, un garage, mais vous traversez en permanence cette rue assez passante. Et autour de la gare, évidemment, il y a d'anciens locaux, d'anciens hangars, notamment de la Cernam, que les gens de plus de 40 ans connaissent. Oui. Et comme ceux de la Camif, dans les zones industrielles, tous ces fleurons de la consommation mutualiste, qui permettaient à l'époque de partir en vacances sans avoir 300 kilos dans sa voiture, qui aujourd'hui, a priori, avec le prix de l'essence, les gens vont penser à 2 fois avant de trimballer leur maison sur leur lieu de vacances. Pour revenir au plastique, est-ce qu'il y a différents types de plastique ? Alors là, je vais laisser Julien s'en occuper parce que oui, tout ce qui est plastique, Jurassic Plastic, c'est son domaine parce que c'est lui qui est porteur du projet avec Rui Magro. Rui Magro, c'est quoi ? Oui, c'est un portugais, c'est un gars, c'est un mec. C'est son nom. Alors oui, en gros, ouais, pour reprendre un peu ce que Mia disait aussi, le problème du plastique aussi, c'est qu'il est irréparable. N'importe quel objet qui est en plastique, une fois qu'il est cassé, il est cassé. Il y a des manières, des techniques de le réparer, mais qui sont un peu trop coûteuses par rapport au prix que nous, on le vendra derrière, donc c'est pour ça qu'on le retransforme. Et en type de plastique, du coup, il y a 7 types de plastique. Et la 7e catégorie est en fait considérée comme les autres. En gros, on a des petits logos à chaque fois dessus les plastiques qui vont nous donner les types de plastiques. Des fois, on l'a pas, donc on a plusieurs tests effectués entre la flottaison, la flottabilité, et la flamme, donc le brûlé, pour savoir un peu comment il réagit et quel plastique c'est. Et il y a le numéro 7 qui est les autres. Donc en gros, des types de plastiques, il en existe une quantité astronomique, mais en référencé, il n'y en a que 7. Donc, voilà. Et par exemple, au dos des bouteilles, c'est marqué PTC, je crois.
Il y a des... Pardon ? Toi, tu parles des plastiques alimentaires. Voilà. C'est encore une catégorie à part. Non, ils les ont... Non, Parce que ça soit propre à la consommation et tout. Non, un plastique alimentaire, c'est un type de plastique qui considère sans dégagement chimique. Donc en gros, il y a le polypropylène, le PP, qui est le plastique le plus utilisé dans l'alimentaire. Il y a le PET aussi, PET. Il y a... et l'autre, j'ai oublié son nom. Rui est plus calé que moi sur le type de plastique, donc Rui Magro. Et donc en fait, ces différents plastiques-là, une fois retraités, sont considérés comme non alimentaires. Et c'est là où en fait, en ce moment, moi je suis sur une grosse recherche sur le recyclage du plastique et comment retransformer un plastique alimentaire en plastique alimentaire. En plus de ça, le plastique, d'ici 2025, la France a décidé, même l'Europe, a décidé de faire du 100% plastique recyclé. Donc j'attends de voir quelles sont les normes qui vont être transformées d'ici 2025, parce que pour le moment on est loin de ça. On a petit à petit une volonté d'utiliser du plastique recyclé, car moins coûteux, moins polluant, et il y en a déjà énormément. C'est 17 millions de tonnes qui ont été faites en 2018, d'après mes souvenirs. Et donc ces 17 millions de tonnes, forcément tout n'a pas été utilisé et une grande partie de ces tonnes de ce tonnage a été jetée. Et c'est ces plastiques-là que nous on va récupérer, bon, à notre échelle bien sûr, et qu'on va retransformer en essayant d'avoir une logique de réutilisation entre parenthèses intelligente, c'est-à-dire ne pas créer un objet qui dans tous les cas sera destiné à être jeté dans plusieurs années. Nous, on veut créer des objets qui vont avoir une utilité de longue durée, comme des tomates qui pourraient être au mur dans une salle de bain, comme sur du sol, qui sera, une fois collé, comme un carrelage, durera des années et des années et des années. On veut faire comment dire ? Prolonger la vie. Voilà, en fait. voilà, c'est ça le but de base de notre volonté de base de Jurassic Plastic est de recycler le plastique pour qu'il ait derrière une vie bien plus longue, une seconde vie. C'est la même philosophie que la ressourcerie. Chaque objet peut avoir une seconde vie et lui redonner une deuxième chance. C'est tout un tas de petites choses comme ça qui font que on est totalement enseveli sous des objets. Et ça continue à consommer. Et il faut quand même savoir une chose, c'est que si on veut changer les mentalités, il va falloir commencer par les gamins. C'est comme avec la cigarette à l'époque. Si on veut changer les mentalités, il faut commencer à apprendre ça aux gamins, aux jeunes, faire intervenir des personnes pour expliquer avec des mots simples le tri, pourquoi. Parce que là, il ne faut pas déconner, le tri entre les poubelles noires et jaunes, ça va mourir de rire. Un coup, on met du plastique, un coup, on ne met pas, un coup... Personne n'y comprend rien. On sait juste où est le tri du vert. Je parle de gens qui sont comme nous dans le métier. Voilà, tout ça, vous allez en Suisse par exemple, vous avez une poubelle pour chaque truc, c'est écrit en gros dessus, vous avez plus qu'à aider. Non, nous, qu'est-ce qu'on trouve de mieux à faire ? C'est faire payer les gens parce qu'ils vont jeter des poubelles. Mais on réfléchit pas au fait que quand vous allez acheter n'importe quoi, vous allez dans un supermarché, vous ressortez, chez vous, avant de mettre au frigo, vous avez déjà une poubelle de 30 litres pleine de carton, voilà. Donc, on est un peu à l'envers. En France, je parle bien en France. On est un peu à l'envers. C'est pas sur le consommateur, nous on n'a pas le choix. Dans les grandes villes, vous pouvez acheter en vrac, mais dans les campagnes et tout ça, ils font comment les gens ? Tout le monde n'a pas des poules, tout le monde n'a pas des cochons, tout le monde n'a pas tout ce qu'il faut en autosuffisance ou des trucs comme ça. Et puis sans parler de ça, il n'y a pas le choix. Vous avez un bout de viande qui est dans les... Je parle même pas des légumes ou des fruits qui sont désossés, démachinés et puis sous plastique. Même les bananes défaites, s'il te plaît, quoi. Et je veux dire, ça devient affolant. Et bien déjà, commençons par les industriels. Mais vous, toute personne qui a des enfants compte les dizaines et les centaines de tubes de colle qu'on ne va pas nommer. Et nous avons interviewé il y a 2 semaines un bateau affrété par le CNRS qui part depuis 10 ans sur le continent de plastique.
Et voilà, c'est un vrai continent, mais on oublie que sur 3000 mètres de profondeur, il y a des microparticules, que tous les poissons sont infestés, comme pour les revêtements de poils très connus. Oui. Et bon, aujourd'hui, ce monsieur, je lui ai demandé est-ce qu'il faut taper sur la tête des industriels. Il m'a dit non, il faut arrêter d'être consommateur. Et sauf que bon, aujourd'hui, dire qu'on va faire ces mêmes tubes de colle jaune écologiques faits à l'autre bout du monde, est-ce que c'est ça l'écologie? Est-ce que c'est continuer à consommer des bouteilles d'eau en plastique avec des microparticules et de savoir très heureux que ça va devenir des vélos? Est-ce qu'il ne faut pas un peu changer notre manière de faire et dire, par exemple, à Clermont et dans les montagnes où on a l'eau la plus pure du monde, de se dire, est-ce que là où c'est marqué eau contrôlée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'eau où on a mis de l'eau de Javel. On a tous maintenant notre gourde, mais tous les randonneurs qui vont dans ce parc de l'UNESCO ne peuvent pas trouver d'endroit où charger leurs bouteilles, puisque on leur déconseille vivement de prendre à la source leur eau, et sources d'ailleurs qui ont été fermées par une célèbre entreprise française. Oui, on a de la chance à Clermont-Ferrand. Il ne faut pas oublier qu'une partie de la ville de Clermont-Ferrand est alimentée en Volvic. Donc ça fait doucement rigoler aussi quand les gens achètent de la cristalline ou des trucs comme ça. Et c'est quand même hallucinant. Ils sont en train de pomper les nappes phréatiques, et puis sans parler des océans, les poissons avec les microparticules. On en parlait l'autre jour avec Julien, même rien que ce qu'on respire. Donc, à un moment donné, est-ce que ne pas... Alors, moi, je veux bien taper sur les consommateurs, comme tu l'as dit, mais on est quand même en bout de chaîne. Il y a 30 ans de ça, tout le monde voulait pouvoir voyager, pouvoir avoir des choses comme tout le monde. C'était très élitiste d'aller changer de pays, prendre l'avion et tout ça. D'accord ? Là, on a mis, parce que la mondialisation, elle existe depuis la route des soies, on est bien d'accord là-dessus, à différentes échelles. Qu'on est complètement dérapé, ça, j'en suis convaincu. Au jour d'aujourd'hui, en 2021, j'en suis convaincu. Après, on a mis plein de choses à la portée de tout le monde. Quand je dis on, c'est l'humanité. Hein. C'est pas on, nous. Je veux dire, tiens, un exemple concret. On a demandé aux industriels de changer les pailles là, et les trucs pour le café qui étaient en plastique. C'est formidable. Ils ont fait des fourchettes et des machins en bambou qu'ils emballent dans du plastique. Alors, vous, en tant que consommateur, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, quand je fais mes courses, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Si mon bout de viande est emballé 15 fois. Donc, à un moment donné, les lobbies sont très forts. En France, on n'a pas le droit de parler de lobbies. C'est pas comme dans des pays anglo-saxons. Mais ils sont très forts. Voilà, c'est tout. Et c'est que... Il faut arrêter de dire qu'on n'est pas au courant. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Donc si, au jour d'aujourd'hui, c'est comme pour les voitures, oui, mais il faut faire des recherches. Qu'est-ce que tu as fait ces 20 ou 30 dernières années, mec? C'est pas ton boulot? Mais elles existent déjà, ces recherches dans les Côtes d'Armor. On fait depuis très longtemps des emballages à base d'algues, mais aujourd'hui on fait des emballages à base de plastique, donc de maïs. Mais le maïs, ça pousse sur la terre, et a priori la terre et ce maïs, il serait peut-être préférable, au lieu d'en faire de l'éthanol pour nos voitures, de faire pousser des plantes qui vont nourrir l'humanité. Alors là, on va rentrer dans un problème qui est bien plus vaste. Parlant d'humanité, est-ce que l'humanité devrait être à ce niveau-là? On est quand même plus de 7 milliards. Moi j'ai 52 ans, je suis né, il n'y avait même pas 2 milliards. Donc ça, voilà. Qu'on est abusé, oui, on est abusé. Qu'on est pourri la planète, oui, effectivement. Que chaque civilisation arrivant à son apogée disparaît, peu importe la raison. Il y a toujours une raison. La nature, elle gagnera toujours, quoi qu'il arrive. Là, on a trop abusé. Mais quelque part, on est bourreau et victime en même temps. On est bourreau dans le sens qu'on continue quand même comme des débiles. Je ne sais pas si vous avez vu, quand même, le plus grand port de l'ouest des États-Unis, il y a des bouchons, il y a 50 bateaux qui attendent. Je parle de vraquiers, je parle des gros bateaux, conteneurs. Ils sont à la queue leu, ils y amènent. Tout ça, c'est des commandes d'Amazon et tout le reste qui viennent de Chine. On a voulu tout exporter, nos industries et tout. Et ben voilà, maintenant ça vient de l'autre côté. Dès qu'il y a une frustration, les gens achètent. C'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut commencer l'éducation avec les tout petits. S'il y a quelqu'un qui peut changer les choses dans le futur, ça sera les enfants. Ça sera pas nous. Mais est-ce qu'on ne devrait pas être très heureux de l'augmentation du prix du pétrole? Et pourquoi on serait très heureux? On fait comment pour bosser? Parce que c'est bien beau l'histoire des vélos, mais nous on va le débarrasser comment? Tout le monde ne peut pas être en vélo. Mais vous devriez avoir le même pétrole que les paysans, le pétrole rose. Ah mais c'est pas qu'on l'a pas. On l'a, mais on n'a pas le droit de rouler avec.
Va te faire arrêter par les douanes ou par la police avec du pétrole. En tant que ressourcerie. Ah, mais nous, en tant que ressourcerie, mais nous, on est le 5e roue du char. Hein. Mais vous êtes une profession essentielle aujourd'hui? Je sais pas, il faudra demander ça aux volontés politiques qui parlent d'écologie à tout va. Il faut leur poser la question. Vous étiez fermé pendant le confinement? Officiellement, oui. Et puis on était là, on a trié. On était entre nous, on se relayait, on a trié, on a continué à bosser à l'intérieur. Oui, Vous qui allez chez les gens, il y a encore un peu de place ici à Clermont, contrairement à certaines grandes villes françaises, mais qu'est-ce que les gens ont dans leur grenier? Oh mon Dieu, plein de bordel. Dit comme ça va. Ah, mais des trucs affolants. Affolant, de tout. Alors selon les générations, on peut avoir des gens qui sont un peu plus âgés, qui vont avoir des trucs... Parce qu'on a toujours du mal quand même à donner ou à jeter. Mais on garde, sauf qu'au bout d'un moment, ça s'abîme, ça sert à rien. C'est une habitude, c'est ça aussi, il faut apprendre aux gens. Nous, quand on explique aux gens que oui, pour les collectes à domicile, on déplace un camion de 2 personnes, qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne veut travailler gratos, nos collectes sont maintenant payantes. Quand on explique bien aux gens, ils comprennent très bien. Avant, quand on avait les contrats aidés, évidemment que c'était gratuit les collectes, puisque les salaires étaient quasiment pas payés. Enfin, de notre poche. C'était tout pour cette émission. N'hésitez pas à rendre visite à nos amis de Je Recycle Parc au 32 avenue Édouard Michelin, 63 000 Clermont-Ferrand.